Daniel Grémillet, vous êtes sénateur LR des Vosges. Avant de parler de ces informations, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale. Et on commence par la une de l'Écho républicain. Décès d'Olivier Marleix, le choc. L'annonce du décès du député de Dreux et ancien président du groupe LR à l'Assemblée a suscité une onde de choc dans la sphère politique et au-delà. La deuxième une, c'est celle de la Provence. Procès de la rue d'Aubagne. Un jugement pour l'histoire. Prison ferme sous bracelet électronique pour 3 copropriétaires. Prison avec sursis pour l'ex-adjoint au maire, proches et associations. On l'a vu dans le journal, ont regretté des peines trop clémentes. Et puis la dernière une, c'est celle du Télégramme. Agriculture, la loi qui divise. La proposition de loi Duplon fracture toujours les députés après un accord en commission mixte paritaire. Elle est examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Parmi les mesures controversées, le retour d'un insecticide jusqu'alors interdit. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? Évidemment, je ne peux pas ne pas parler d'Olivier Marleix pour 2 raisons. La première, c'était une figure de notre famille politique. J'ai une pensée très profonde pour toute sa famille. C'était un homme droit, un gaulliste, un homme avec beaucoup de convictions, très respectueux. Et il était venu en pleine crise agricole en 2024 à l'invitation de Jean-Jacques Gaultier dans le département des Vosges. Passer une journée sur le dossier agricole et je l'avais accueilli dans la coopérative que je présidais, la coopérative de l'Ermitage, pour comprendre effectivement les enjeux économiques de l'agriculture. Il avait passé aussi un certain temps dans une exploitation agricole. Et il va beaucoup nous manquer parce que c'était un élu d'une dimension qui avait effectivement comme respect surtout le débat. Le respect et le côté humain, quelque chose tellement précieux aujourd'hui dans nos hémicycles. Puisque vous parlez d'agriculture, un mot sur le retour de la loi Duplon aujourd'hui à l'Assemblée après un accord en commission mixte paritaire. Est-ce que vous comprenez que cette loi suscite encore des fractures ? Mais c'est normal, on est dans un pays où on débat. Il y a eu une majorité qui s'est constituée pour prendre une orientation. La loi Duplon n'est ni plus ni moins que de renforcer l'agriculture française et de respecter, de ne pas tromper les consommateurs par rapport à l'enjeu européen. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un insecticide, d'un produit de traitement, ou plutôt de la pharmacie des plantes pour accompagner l'agriculture française. Je vous rappelle que ces produits sont autorisés dans tous les autres pays de l'Union européenne. Donc on ne peut pas d'un côté demander à l'agriculture française d'être capable de nourrir le peuple français, tout en laissant croire aux Français qu'ils vont consommer des produits de telle manière, alors qu'ils auront dans l'étal des produits qui proviendront d'autres pays qui utiliseront cette matière. Mais il n'y a pas un recul écologique à réintroduire un pesticide. Non, moi je ne suis pas scientifique, je fais confiance à la science. Quand vous avez l'agence de sécurité européenne qui considère que c'est un produit autorisé, pourquoi la France aurait un avis divergent? Et d'ailleurs, je crois que l'ANSES n'avait jamais demandé son interdiction. Donc non, il faut qu'on soit très honnête avec les gens vis-à-vis de la fonction de l'agriculteur, mais surtout du respect du consommateur. Parce qu'on n'en parle pas assez. Le respect du consommateur, c'est de dire la certitude qu'il aura dans son assiette des produits qu'il trouvera dans l'Union européenne. Ou alors on l'interdit au niveau européen avec les conséquences que ça a. Autre sujet agricole, c'est l'accord Mercosur, l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. La Commission européenne a décidé de prendre plus de temps pour soumettre ce traité à ratification des États membres et du Parlement européen. Est-ce que c'est déjà une première victoire pour vous ? C'est une première victoire, mais on va faire un lien avec la loi Duplon. Parce qu'effectivement, là encore, on a des exigences européennes qui sont très fortes, que je considère comme très bonnes, importantes pour les consommateurs européens, importantes pour les consommateurs français, mais aussi importantes en termes de politique agricole commune. Et là, nous faisons des accords commerciaux avec des pays, des espaces où la politique agricole est très différente, où les conditions de production n'ont rien à voir avec les exigences que nous pouvons avoir dans l'Union européenne. Là, vraiment, il y a un véritable sujet. On ne peut pas, d'un côté, demander à l'agriculture d'être dans telles conditions pour exercer son métier, et de l'autre côté, faire... je vais prendre un exemple très concret. L'identification des animaux. Puisqu'on parle beaucoup de viande, lorsqu'on est en France, un animal est identifié dès sa naissance et on a sa traçabilité jusqu'à la fin de sa vie.
jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'on est au Brésil, les animaux ne sont pas identifiés. Ils sont identifiés au moment où ils rentrent à l'abattoir. On n'a aucune traçabilité, donc ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas de cette manière-là bafouer des exigences européennes en mettant en concurrence dans les rayons des produits qui ne respectent pas les mêmes règles. Mais est-ce que vous pensez que la France va réussir à réunir une minorité de blocage et à pouvoir s'opposer à cet accord ? Ben là, je rends hommage à la ministre Annie Genevard de son travail, parce que la France a souvent oublié qu'il ne suffit pas de dire en France qu'on n'est pas d'accord, mais qu'il faut trouver des alliés, trouver une majorité. Et effectivement, il nous faut trouver suffisamment de pays au sein de l'Union européenne pour s'opposer à cet accord, pour qu'effectivement l'agriculteur, la politique européenne soit respectée. Vous pensez qu'elle va réussir, la France ? Ben, je pense qu'elle est partie de très loin, parce qu'il y a eu peut-être pas assez de communication, pas assez de relations avec les autres pays pour les convaincre effectivement du processus et surtout d'avoir une politique qui permette de faire front à cette décision. Et si elle obtient par exemple des clauses de sauvegarde, est-ce que ça pourrait rendre l'accord acceptable ? Écoutez, si la clause de sauvegarde, ça consiste à donner des moyens financiers pour compenser les pertes des agriculteurs, c'est une injure aux agriculteurs et c'est une injure aussi aux consommateurs. Non, soyons raisonnables. On est d'ailleurs tout près d'une nouvelle négociation de la politique agricole commune qui va apporter à nouveau des exigences, et c'est normal, d'évolution du métier. Non, il faut qu'on soit cohérent et il faut surtout une traçabilité et certainement permettre d'avoir la garantie aux consommateurs que les produits qu'il aura dans son assiette correspondront aux exigences européennes et que ceux qui ne correspondent pas aux exigences européennes soient bien identifiés. Et on passe à l'actualité du Sénat. Quelle trajectoire énergétique pour la France à horizon 2030-2050 ? C'est ce que cherche à établir votre proposition de loi en l'absence de programmation de la part du gouvernement. Mais lors de son passage à l'Assemblée, le texte a pris une tournure très politique et a été rejeté après avoir été fortement modifié. On fait le point sur tout ça avec Quentin Calmet. Bonjour Oriane, bonjour Daniel Gremillet. Bonjour. Et Quentin, la proposition de loi Gremillet est donc devenue hautement politique. Voilà, le texte a été rejeté très largement par les députés la semaine dernière. Il ne convenait plus qu'aux députés RN. Il a été écarté avec 377 votes contre, 142 votes pour. Initialement, cette proposition de loi devait tracer une perspective pour notre mix énergétique, une programmation pour la France dans les années à venir. Quelle part de nucléaire, quelle part de renouvelable. Mais à l'Assemblée nationale, au fil des jours d'examen et des votes parfois contradictoires entre eux, aussi faute de mobilisation de certains camps politiques dans l'hémicycle, le texte était devenu informe. Dès le début de l'examen, les députés ont voté pour la sortie des règles de fixation du prix du marché européen de l'énergie. Le RN avait réussi à faire ajouter la réouverture de Fessenheim, ce qui est tout simplement techniquement impossible. Le LR avait proposé un moratoire sur les énergies renouvelables, on va y revenir. Et donc à la fin, une large majorité de l'Assemblée nationale ne voulait plus de ce texte. Et le Sénat reprend donc la main. La majorité ici a repris l'idée initiale de la proposition de loi Gremillet. Exactement. Le texte est beaucoup plus raisonnable et responsable que le débat à l'Assemblée nationale. Il vise à fixer un cap clair et prévisible, je cite, pour la politique énergétique. Il vient combler un manque, puisque le Sénat, vous le disiez Oriane, est à l'initiative de ce texte, alors que le gouvernement aurait dû publier une telle programmation depuis juillet 2023, comme c'est prévu par la loi. D'ailleurs, le gouvernement a fini par soutenir le texte sénatorial. Alors, techniquement, on va le dire rapidement, même si l'objectif, c'est d'avoir 27 gigawatts supplémentaires d'énergie nucléaire d'ici à 2050, 29 gigawatts d'hydroélectricité d'ici 2035, 297 terawatts de chaleur renouvelable, 50 terawatts de biogaz ou encore 48 terawatts de biocarburant. En clair, l'objectif est d'atteindre 60% de nucléaire dans le mix électrique d'ici 2030 et de 50% à l'horizon 2050. Cela correspond à une mise en service de 14 nouveaux EPR deuxième génération au lieu des 6 sur lesquels planche aujourd'hui EDF. La commission au Sénat, qui la semaine dernière a également supprimé 12 articles du texte afin de simplifier l'examen de cette proposition de loi. Quand elle reviendra à l'Assemblée nationale, c'est prévu pour la rentrée prochaine. Et vous avez des questions quand même. Exactement. Alors avant de revenir sur l'aspect plus politique, parlons des objectifs que vous fixez dans cette proposition de loi. Il faut fixer un cap pour notre mix qui doit être ancré sur le nucléaire. Vous le dites, c'est le principal objectif de cette proposition de loi, on peut le dire.
C'est tout à fait cela. Depuis, vous voyez, cette lumière, elle vient encore des choix du général de Gaulle, de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de Pierre Mesmer. On n'a rien fait depuis. Sinon, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons encore la décision de la fermeture de 14 réacteurs. Et que les enjeux pour la société, pour notre pays, pour la planète, c'est bien de décarboner nos activités. Et aujourd'hui, 2/3 de l'énergie, c'est de l'énergie fossile. Aujourd'hui, l'électricité, donc nous souhaitons électrifier les usages. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir, la certitude d'avoir suffisamment d'énergie, 2, d'avoir un prix correspondant aux capacités pour les ménages, les collectivités et notre économie. On voit bien que l'enjeu énergétique à travers le monde est primordial. Et le texte sénatorial, il est arrivé tout simplement, et je le dis parce que le gouvernement a été en incapacité de proposer une loi. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cap énergétique, alors que la question est partout. Donc ce texte, il ne balaye pas uniquement la relance du nucléaire, mais effectivement, si nous voulons... Il est ancré dessus quand même, c'est le principal. Mais c'est évident, parce que c'est essentiel. Nous devons retrouver notre indépendance énergétique. Quand la décision d'arrêter la fermeture des 14, fermeture de Fessenheim. D'ailleurs, quand à l'Assemblée on vote un amendement de réouverture, et je vous remercie de l'avoir dit, c'est un pur mensonge. Il est impossible de réouvrir Fessenheim. Donc, dès lors qu'on était dans ce schéma, nous étions dans une production énergétique qui était bien plus aléatoire, puisqu'on est sur de l'intermittent, avec du photovoltaïque, avec de l'éolien. Et nous n'aurons pas les capacités en France, en termes de besoins, de pouvoir compenser la baisse et les besoins supplémentaires d'énergie électrique à partir d'autres énergies que du renouvelable. Donc il était nécessaire de relancer la politique nucléaire dans notre pays. C'est absolument stratégique. Notre indépendance et notre vision en dépend. Est-ce que vous pensez que le Parlement dans son ensemble peut tomber d'accord sur ces objectifs que vous venez de rappeler à l'instant? Mais je le pense, et le choix, et je remercie nos deux rapporteurs, Patrick Chauvet et Alain Cadec, parce qu'effectivement, le choix qui est fait au sein de la Commission des affaires économiques, et c'est pas un choix qui est venu en claquant dans les doigts, c'est une réflexion depuis longtemps qui a été fait au sein de la Commission des affaires économiques du Sénat, qui a été le socle de la substance de cette loi. Et effectivement, et s'il a été décidé de supprimer un certain nombre d'articles non programmatiques, c'est peut-être parce qu'il y aura peut-être une loi dédiée à cela qui pourra les reprendre. Mais le rôle, c'est d'écouter le débat. Nous avons écouté le débat de l'Assemblée. Nous avons vu que l'article 3, qui sur la relance nucléaire, est identique à celui du Sénat. L'objectif des 27 gigawatts a été retenu à l'Assemblée nationale. Donc on enlève tout le superficiel pour réussir justement à revenir au cœur de la programmation. Et là-dessus, il peut y avoir un accord entre les deux chambres du Parlement, vous le pensez? Et on y rajoute la partie de protection des consommateurs qui est important. C'est essentiel. C'est un enjeu aussi de parler à tous, et nous y rajoutons aussi une vision, parce qu'on parle beaucoup du nucléaire, mais il faut parler d'hydrogène, il faut parler du biogaz, il faut parler d'hydroélectricité, régler le conflit avec Bruxelles. Il s'agit aussi de réindustrialiser la France. Réindustrialiser la France sur la production énergétique, pas uniquement en achetant des panneaux photovoltaïques venant d'Asie. Mais on a bien compris que la relance de Fessenheim et le moratoire, ça vous avait pas plu, ce qui avait été introduit à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été introduites à l'Assemblée que vous voulez garder? Et bien sûr, je prends l'écriture de l'article 3, le texte tel qu'il arrive en deuxième lecture au Sénat est identique à celui qui a été voté à l'Assemblée, puisque l'Assemblée a retenu l'architecture du texte de départ du Sénat sur l'ampleur de la relance du nucléaire. Et l'autre point aussi que je voulais souligner, c'est sur la décision de fermeture de Fessenheim. C'était évident que derrière, on allait vers le rejet. Et le rejet a pour conséquence, alors là je rentre dans un jargon un peu de fonctionnement des assemblées, de l'entonnoir. Vous êtes sur la bonne chaîne pour le faire, je pense. C'est-à-dire que la règle de l'entonnoir limite, y compris pour les rapporteurs la possibilité d'amender. Donc, par exemple, Fessenheim, le moratoire, tout ça, ça ne peut plus être à l'intérieur du texte dès lors que le texte a été rejeté. Et ce sera la même chose au niveau de l'Assemblée pour la deuxième lecture. Et je pense qu'on nous sommes en capacité de trouver un chemin, parce que je ne peux pas imaginer qu'au niveau du débat, et c'est ce qu'on souhaitait,
Et là, c'est déjà une chose de réussi, à savoir que les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, débattent du cap et de la vision énergétique de la France. Et d'autre part, je ne peux pas imaginer qu'on ne soit pas en capacité de trouver un accord pour la France, pour les Français, sur la vision énergétique. C'est tellement essentiel et tellement stratégique. Ce texte, on l'a dit, vous l'avez présenté parce qu'il n'y a pas de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le gouvernement a indiqué qu'il pourrait publier le décret sur cette PPE avant la fin de la navette parlementaire. Comment vous le prendriez ? Ouais, je pense que le débat, la mission qui a été donnée à Antoine Armand et à moi-même de la part du Premier ministre de trouver un chemin sur le cap énergétique, on voit que nous avons eu une première lecture à l'Assemblée, une deuxième lecture au Sénat qui se fait très rapidement. 8 jours après, pratiquement, c'est examiné en deuxième lecture. Il y a l'engagement de la réinscription dès la reprise en session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Septembre. Une commission mixte paritaire peut se dérouler quelques semaines à la suite. Donc il devrait attendre un mois. Je pense. Au lieu de le faire à la fin de l'été, attendre un mois et le faire à l'automne. La reprise, c'est fin septembre. L'automne, c'est vraiment fin septembre. Donc il y aura quelques jours de décalage entre l'annonce mais je pense sincèrement qu'il faut laisser conduire le débat jusqu'au bout. Vous dites au gouvernement d'attendre. Il faut respecter, c'est le Parlement qui donne, parce que c'est le Parlement qui donne l'assise, qui donne la sécurité de ce cap énergétique. Vous n'aurez pas de jeunes, vous n'aurez pas d'industriels qui vont investir s'il n'y a pas une certitude, s'il n'y a pas de fragilité dans les décisions à travers... Et une loi, c'est mieux. Et vous le rappeliez, dans la précédente PPE, il y a la fermeture de certains réacteurs. 14. Est-ce que vous demandez au gouvernement de retirer ça de la prochaine PPE ? C'est évident. Sinon, on va... encore un point vraiment essentiel. Vous voyez, on est aujourd'hui avec un besoin énorme, parce qu'il faut répondre aussi aux enjeux climatiques. Nous sommes sur l'énergie, il y a besoin d'énergie pilotable. Or, aujourd'hui, on a vu les limites de l'énergie intermittente, que peut être l'éolien et le photovoltaïque. Nous avons besoin d'énergie pilotable. Le nucléaire, l'hydroélectricité, qui est la plus décarbonée et la plus en capacité de monter en puissance en l'espace de quelques minutes, nous avons besoin d'augmenter ces capacités. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude sur la prolongation des centrales nucléaires. L'ASN et l'IRSN de l'époque, parce qu'il n'y avait pas eu cette fusion, n'ont jamais eu comme mission de travailler sur une prolongation de nos centrales. Or, il est essentiel de jouer, et le Sénat, dans le cadre de la loi de l'accélération de la relance du nucléaire, a apporté aussi beaucoup plus de garanties sur la sécurité. On ne joue pas sur la sécurité. Il faut renforcer les éléments sécuritaires, et nous avons besoin, sur la capacité de prolonger ces réacteurs, d'avoir effectivement l'expertise de nos scientifiques. Quentin, sur les LR. Oui, vous parliez d'énergie intermittente. On voit que sur certains sujets, les LR ne sont pas très clairs. Les députés ont adopté un moratoire sur les énergies renouvelables. C'était porté par Jérôme Nury, un député. Il a parlé d'un amendement de bon sens. Je voudrais que vous l'écoutiez. C'était le 19 juin dernier à l'Assemblée nationale. On y revient juste après avec vous. Cet amendement, monsieur le ministre, vise à faire une pause en attendant d'avoir une vraie étude chiffrée, objective, sur les coûts de la poursuite des déploiements des énergies renouvelables intermittentes et sur les coûts futurs de la facture d'électricité des Français. Voilà, son amendement a été adopté. Il y a donc eu bien ce moratoire lors de la version des députés, mais même si le texte a été rejeté à la fin, comment comprendre ce qui s'est passé avec cet amendement ? Au LR, vous ne voulez pas des énergies renouvelables ? Non, je crois que le débat tel qu'il est posé, n'oublions pas que toute décision de relance du nucléaire, dès lors que cette loi et que la PPE le reprendrait, ne donne pas de capacité nouvelle avant, si tout va bien, 18 à 20 ans. Entre donc, 18 à 20 ans. Nous avons besoin aujourd'hui, et donc il ne faut pas les opposer. Oui. Donc ce député fait de la politique politicienne, selon vous ? Il ne faut pas les opposer. Je pense qu'aujourd'hui, la question, et notamment la tribune qui est sortie... Oui, c'était ma question suivante. Oui, allons-y. Le président des LR, Bruno Retailleau, qui s'est dit pour le soutien au nucléaire et contre le soutien public à l'éolien photovoltaïque dans une tribune publiée par le Figaro. Selon lui, le photovoltaïque et l'éolien n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Vous n'êtes pas d'accord avec votre chef de file ?
Mais c'est président de votre parti. Mais non, c'est pas le sujet. Le sujet du texte, c'est la programmation, c'est la vision, c'est le cap énergétique pour la France pour les années 2030-2050. Le sujet de la tribune, c'est le sujet du financement. Et d'ailleurs, dans le texte, et je le dis par rapport à l'amendement de Jérôme Nury, nous l'avons entendu, puisque dans le texte qui va être discuté cet après-midi au Sénat et cette nuit, les rapporteurs font une proposition, d'ailleurs à travers un amendement, de mesurer le coût du financement, pas uniquement du renouvelable, de l'éolien, du photovoltaïque, de l'ensemble des énergies. Il y a besoin d'avoir là aussi une clairvoyance. Mais donc pas de moratoire en attendant d'avoir ce chiffrage. Et c'est pas possible. C'est ce que lui veut. Mais non, puisque la demande, le moratoire n'a pas de sens. D'accord. Puisque le moratoire, aujourd'hui, il ne peut pas permettre effectivement de corriger la décision dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir que nous n'avons aucune capacité supplémentaire d'énergie sur nos territoires, qu'il y a là encore besoin de décarboner et qu'il y a besoin d'être en capacité d'augmenter l'électrification des usages si on est au rendez-vous par rapport à l'évolution climatique. Merci Quentin. Merci Ariane, je reviens dans le club, on parlera de la proposition de loi sur le statut de l'élu. Ce sera à suivre effectivement. On termine par l'actualité dans nos régions, dans la vôtre, Daniel Grémillet. On va à Nancy, on retrouve Pascal Saltiarini. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous, chef du service reportage pour la région Lorraine, à l'Est républicain. Pascal, c'est un article qui est à lire aujourd'hui dans Vosges Matin, le scandale des eaux Nestlé qui n'en finit pas. Et oui, ça n'en finit pas, et ça n'en finit pas, y compris en matière de filtration. Nestlé a mis en place de nouveaux filtres, en dépit d'ailleurs de l'autorité administrative. En fait, Nestlé continue à commercialiser ses eaux minérales avec une filtration qui n'est pas autorisée, donc dans une situation d'égalité. La question que j'ai envie de poser à Daniel Grémillet, qui est élu de la Plaine et qui connaît bien ce secteur, c'est quand est-ce qu'on va entrer dans le droit chemin? C'est d'ailleurs une des questions des militants écologistes, mais c'est pas seulement une question des militants écologistes, il en va aussi de l'avenir de l'emploi dans la Plaine, et quand on est un élu vosgien, on a ça à prendre en compte. Alors Daniel Grémillet, quand est-ce que l'État va passer sous les fourches codines, je veux dire, de la sécurité sanitaire, en mettant Nestlé devant ses responsabilités dans ce dossier qui est très lourd et qui s'apparente à un Watergate mondial. Oui, d'abord, je suis un élu des Vosges, de l'ensemble des Vosges. Effectivement, c'est un sujet, j'ai fait partie d'ailleurs de la commission d'enquête. Et il me semble que les décisions qui ont été prises par Nestlé suite aux travaux de la commission d'enquête et de la mise en demeure de la puissance publique de se mettre en conformité a été exécutée sur le site des Vosges. Et je crois, d'après ce que j'ai vu dans la presse, que ça a été fait aussi sur Vergès, sur le changement des filtres. Donc effectivement, nous serions passés d'une microfiltration qui était interdite par rapport aux règles sur l'eau minérale à une microfiltration qui est autorisée avec une dimension qui est respectueuse des règles. Donc ça pose d'ailleurs deux questions. La première question, et d'ailleurs il y aurait peut-être besoin d'un projet de loi qui permette d'avoir une meilleure traçabilité des eaux minérales. Et puis aussi de s'assurer qu'on est bien en cohérence avec la réglementation européenne. Il y a un vrai débat. Il est important d'aller là aussi. C'est un peu comme le sujet agricole de tout à l'heure. Il faut aller voir de plus près les différentes réglementations européennes de manière à ce qu'on soit en situation de traçabilité, donc d'avoir une exigence des lots qui sont commercialisés, s'il y a besoin d'y retirer, etc., et de l'avoir jusque dans les rayons, c'est essentiel. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est d'avoir aussi une sécurité vis-à-vis des consommateurs, que cette eau est bien minérale et qu'elle correspond bien aux règles qui sont... Et donc vous demandez au gouvernement un texte de loi ? Pour vous, ça devient indispensable ? Je pense qu'il y a besoin, on l'a vu dans la commission d'enquête, que les choses n'étaient pas si claires que cela, qu'il y a débat sur certaines pratiques et entre une conformité, une microfiltration autorisée, non autorisée, etc., en fonction des pays de l'Union européenne. C'est un véritable sujet. Il faut faire la lumière là-dessus, mais il faut surtout avoir une honnêteté vis-à-vis des consommateurs et une exigence vis-à-vis des entreprises qui soit bien celle
sociale pour toutes et tous. Merci beaucoup Pascal Salciarini, merci d'avoir été avec nous. La une de l'Est républicain. À vous. C'est un autre sujet. Guinguette, l'embarras du choix. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Pascal. Et merci Daniel Grémillet d'avoir été notre invité.